Comme d'habitude, je recommande vivement d'écouter l'épisode précédent avant celui-ci pour comprendre le développement. On poursuit ici des exemples qui permettent de visualiser ce à quoi correspond le terme métanazie. Bonne écoute. Le métanazie manque de discernement et s'appuie sur le nombre pour solidifier ses prises de position. Il n'est jamais seul à plaider puisqu'il récite religieusement les éléments de langage du prêt-à-penser républicain. Le métanazie condamne fermement le nazisme, tout en lui empruntant l'intégralité de ses méthodes de censure, de manipulation et d'oppression pour arriver à ses fins. Il veut changer la vie de tous, contre leur volonté, pour son bien, en étant persuadé de faire le bien. Le gouvernement d'extrême droite israélien est un exemple très simple à visualiser de cette façon d'être par nature anti-nazi, tout en étant ce qui existe de nos jours de plus proche du nazisme des sombres années 40. Encore une fois, ce n'est pas à moi de vous faire un exposé puisqu'Israël n'est pas mon sujet de préoccupation. Cependant, bon nombre de personnalités compétentes et impliquées n'ont eu de cesse d'alerter sur la similarité entre les dérives du conflit israélo-palestinien et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. On peut citer Arnold G. Toynbee, qui est historien, Yeshayahu Leibovitz, philosophe, Yehuda Elkana, survivant de l'Holocauste, ou encore Yair Golan, le chef des armées israéliennes. Ceux-ci sont des exemples parmi ceux qui constatent des similitudes entre les méthodes ou comportements des nazis et ceux de la politique territoriale israélienne. Je n'ai cité ici que les noms relevés par Wikipédia pour ne pas risquer d'amener qui que ce soit vers d'éventuels sociopathes qui seraient intervenus sur ce thème et dont je ne pourrais cautionner les actes et paroles. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour les métanazis qui me lisent, que le gouvernement de Netanyahou ne fait absolument pas l'unanimité parmi les Israéliens. Beaucoup ont tout à fait conscience de ce dont il est question, et ils n'ont malheureusement pas plus de poids que nous lorsqu'il est question de la politique intérieure et extérieure de leur pays, ni même en ce qui concerne le résultat des élections. Je cite d'ailleurs Netanyahou, mais soyons sérieux, le pouvoir passera systématiquement d'un enculé à un autre. Ils ne sont que des pions et aucunement la source du chaos à détester. C'est même souvent leur rôle réel d'occuper l'espace médiatique pour canaliser la rancœur et la détestation des opposants, comme du peuple, le temps de réaliser les objectifs fixés. Une fois leur mandat achevé, ils tombent dans l'oubli, ou simplement se délestent de la pression qui est redirigée sur leurs successeurs. Nous y reviendrons lorsqu'il sera question de la République française, mais les peuples n'ont pas à répondre des actes d'une infime minorité de manipulateurs sans âme. De plus, s'acharner sur un soldat, ici un représentant politicien, ne saurait ébranler une armée. Pour ceux qui sont intéressés par les noms que j'ai cités, qui critiquent un petit peu la politique israélienne, je vous redirige vers l'article Wikipédia qui s'appelle « Comparaison entre Israël et l'Allemagne nazie ». À titre personnel, le métanazi est souvent tellement convaincu d'être le sauveur qu'il va se permettre toutes les bassesses pourvu qu'il soit un bon soldat pour sa cause. Une cause toujours popularisée de manière industrielle, avec des moyens disproportionnés, sans que quiconque n'ait son mot à dire sur le sujet. Cela devrait commencer à vous mettre la puce à l'oreille lorsqu'un projet présenté comme étant « pour le bien de tous » est mis en avant et financé à outrance. Regardez un instant en arrière, alors que l'humanité dispose depuis des siècles des ressources et moyens d'améliorer la situation de tous, cela a-t-il été fait ? Réellement fait au-delà des apparences ? Nous maîtrisons l'agriculture depuis plusieurs millénaires et de procédés peu coûteux depuis des décennies. Nous disposons de semences en grande quantité et de tout l'équipement nécessaire. Si les supposés philanthropes et humanistes désiraient réellement agir concernant la famine et les situations d'urgence aux quatre coins du globe, ne pensez-vous pas que cela serait déjà fait ? Que des projets agricoles à grande échelle prendraient place absolument partout où cela est nécessaire ? Le chômage peut-il vraiment exister sans que cela soit voulu ? En même temps que la famine ou les difficultés d'accès à l'alimentation au sein d'une espèce qui dispose de terre et de quoi la cultiver ? Ce n'est que l'une des nombreuses possibilités de remise en activité des chômeurs et autres RSAistes qui pourraient tout à fait être utiles, servir l'un des innombrables pôles en demande de soins et main-d'œuvre. Cette parenthèse prend un petit peu de place, certes, mais elle doit à tout prix vous permettre, en quelques lignes, d'amorcer une réflexion sur la nature de ce qui nous est compté par le régime métanazi. Lorsque des affaires de mœurs et trafics impliquant des personnalités haut placées, que les zones de deal, les trafics de délinquance et de violence sont connus de tous, des citoyens, de la justice, des forces de l'ordre et des médias, comment explique-t-on que rien ne soit fait ? Que rien de probant ne soit tenté afin de rétablir l'ordre et de protéger ceux qui ne demandent qu'à vivre sereinement ? Les institutions pensent-elles
que les concernés vont se reprendre, cesser de plein gré l'autodestruction et les diverses activités qui pourrissent à la fois leur quartier et les mentalités des citoyens qui s'y trouvent. Il semble que ceux qui changent concrètement la donne, pour le mieux, sont souvent peu nombreux et s'investissent dans des projets de petite envergure à leur échelle. Les projets d'une faction comme celle des métanazis sont systématiquement des projets à croissance extrêmement rapide, disposant d'une couverture médiatique monstrueuse, de fonds investis de toutes parts. Mécènes, gouvernements, ONG, tous semblent vouloir participer et faire avancer les choses. Regardons cet exemple récurrent, car actuellement, en cours de promotion, la cause des transsexuels. Cause qui ne concerne à l'origine qu'un nombre insignifiant d'individus. Cela semble devoir subitement mobiliser tout le monde. Le sujet est apparu brusquement et sans être sérieusement abordé, mais se retrouve propulsé par des centaines d'associations, gouvernements et organismes divers. La famine, les difficultés d'accès au minimum vital, la précarité à grande échelle, la délinquance, les trafics en tout genre, sont eux des phénomènes connus, constants, concernant des milliers et millions de personnes en France comme ailleurs. La détresse, le malheur, les morts et ceux qui subissent directement et ou indirectement les conséquences de ces problèmes majeurs de société représentent aujourd'hui la majeure partie de la population mondiale. Pensez-vous réellement que la priorité soit de faire en sorte que la sécurité sociale rembourse les poses de vagins artificiels sur des hommes mentalement déséquilibrés? Et que le besoin urgent de la population soit de voir encore plus de mâles déguisés en drag queen venir lire des livres malsains à nos enfants dans les écoles et lieux publics? Pourtant, nos très chers esclaves relais métanazis s'y emploient comme s'il s'agissait d'un enjeu majeur pour l'humanité. Pour qui est-ce un enjeu majeur exactement? Devinez à qui profite le crime. Qui dispose d'un carnet de prescription? Qui prépare et fournit ce qui est prescrit? Qui mutile? Qui pratique des interventions et dispense les soins? Pensez une seconde à toutes ces séances de psychiatrie, de psychothérapie, de traitements hormonaux à vie, multiples anxiolytiques, antidépresseurs et interventions qui ne répondent à aucun besoin existant. On appelle cela une création de marché. L'offre et la demande sont générées conjointement. Non pas que personne n'ait besoin de suivi psychiatrique et ou de médication, mais en étudiant la question, il semble pour le moment que le mobile le plus crédible pour expliquer la gamme de produits immatériels de la LGBT ne soit qu'une fois de plus la recherche de profit, tout en renforçant l'emprise psychologique sur un peuple déjà affaibli et mentalement inapte à envisager une quelconque forme de résistance. Ces questions ne répondent pas à toutes les interrogations, mais sont les pavés d'une voie à explorer pour qui cherche à y voir plus clair. La force de l'armée métanazie est de travailler, des fois inconsciemment, pour les gouvernements, médias et autres groupes d'influence, relayant tout ou partie d'une doctrine en cours de propagation. Le soldat métanazie évolue confortablement avec la posture la plus aisée, à savoir celle que ses maîtres attendent de lui. Ensemble, ils manipulent le lexique, fabriquent de toutes pièces un narratif visant à remplacer le réel. Que cela soit crédible, juste ou non, ce n'est pas leur affaire. Ils ont le titre de gentils, ils ont donc tous les droits, semble-t-il. Ils se voient dotés d'outils d'une efficacité redoutable. De temps d'antenne, d'une omniprésence, une impunité totale et un lexique-outil débordant d'étiquettes à jeter au visage des détracteurs. Que les étiquettes soient méritées ou non, encore une fois, cela ne semble en rien affecter leur détermination à museler, salir, détruire, décrédibiliser tous ceux qui osent élever la voix contre la sainte doctrine. Le cheptel est sommé de croire, menacé directement et indirectement de tous les maux s'il a l'impudence et l'imprudence de s'aventurer sur les terrains glissants des sujets qui fâchent. La majorité préféreront le doux confort de la soumission et de la pensée en kit Ikea. Gardez bien à l'esprit que seuls les leaders métanazis sont réellement dangereux. Le cheptel étant composé très majoritairement de gens bien, qui ont juste bu au goulot le narratif qui leur a été servi. Orientés par des leaders bienveillants, oui, je sais, on dirait un oxymore, mais on peut rêver, non? Ils auraient pu être de bons citoyens au service d'une recherche d'amélioration globale. Oui, appeler quelqu'un métanazi dérange. Mais l'heure n'est plus à caresser les esclaves relais dans le sens du poil. Les dégâts presque irréversibles causés par les traîtres et leurs armées de suiveurs ne peuvent plus être ignorés. Encore une fois, tout est une affaire de réalité à mon sens. Que certains aient des difficultés à accepter ce constat sans pouvoir le réfuter par un argumentaire ne change rien à l'état des lieux. Si les procédés d'un métanazi correspondent à ceux utilisés par les nazis historiques, alors il mérite son titre,
qui n'a de fait plus rien d'insultant. S'il n'a pas honte lui-même de son comportement, il doit se faire percuter par le réel et doit se rendre à l'évidence. Nous ne le laisserons pas opprimer son prochain et ensuite se faire passer pour un héros bienfaisant. Drapé d'une vertu illusoire, il semble ressentir un sentiment de toute puissance, persuadé d'être non seulement légitime, mais au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, les laquais de la République sont bien les seuls à pleurnicher et se plaindre continuellement d'être qualifiés par un terme ou un autre, tandis qu'eux-mêmes passent leur temps à catégoriser et insulter des individus dont ils ne comprennent ni ne connaissent rien, de la manière la plus arbitraire qui soit.